l'Olympico. Là, ça tombe bien, on a les deux. On a et Greg et Nico. Les deux vont pouvoir nous en parler de ce match-là, de ce match qui était fou. Donc oui, victoire 3-2 de l'OM. Donc je vais revenir comme d'hab, hein. Je fais rapidement le match. Première mi-temps, pas ouf, mais encore, je suis gentil. Première mi-temps assez insipide des deux équipes où il se passe pas grand-chose. 0-0 à la mi-temps. Et le but de Tolisso a un peu tout changé. Qu'est-ce que t'en penses, Greg? Ouais, je donne la parole à Greg. Toi, Nico, là, t'as fini. Après, je te le redonnerai. Mais c'est le but de Tolisso qui a un peu dynamité cette rencontre. Ouais, bah clairement, c'est vrai qu'en première mi-temps, c'était une mi-temps moyenne. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, ça c'est sûr. Mhm. Après, les deux équipes, je trouve, se craignaient vraiment. D'accord. En plus, je trouve que Nico, Tu je pense, l'analyses comme ça, toi. C'était surtout sur ce. ben, en fait, c'était un peu le match de la peur, si tu veux, parce que bah, l'OL devait pas perdre, surtout avec Fonseca, ça a été très compliqué cette semaine. L'OM restait quand même sur un nul contre Strasbourg et une défaite à Nice. Mhm. Monaco avait gagné, donc voilà, donc c'était un peu match de la peur. Et ouais, j'ai trouvé que les deux équipes se craignaient un petit peu. Voilà, parce qu'en plus, au match aller, on avait vu que quand même les deux équipes étaient capables de vraiment montrer de belles choses. Et après, ouais, bah, l'OL entre guillemets, un peu accéléré, bah, surtout à bien jouer le coup, avec comment dire, une magnifique inspiration de Ryan Cherki, Ouais, qui a super. servi Tout à fait. Tolisso. Et puis ensuite, ouais, bah, l'OM a mené 1-0, poussé par son public, a dû réagir. Et puis bah, nous, on est une équipe très fébrile, qui sommes malheureusement, et c'est ça notre gros problème, incapable de garder un score. Ça fait déjà 3 matchs d'affilée qu'on ne garde pas le score. Nantes, on mène 1-0, on se prend un but à la 90e. Voilà. Et Lucas Perry fait une belle parade pour ne pas prendre le deuxième de Mostafa Mohamed. Mhm. Face à Ludo Goretz, c'est pareil, on mène. Et Lucas Perry fait encore une belle parade pour ne pas prendre le deuxième. Et puis bah, là, on mène. On revient même au score et on n'y arrive pas. Et Lucas Perry fait une belle parade sur Højbjerg en fin de match. Mais bon, voilà, le but vainqueur a été marqué avant par Enrique. Mhm. Donc, ouais, tout simplement, ça a été une très bonne deuxième mi-temps. Première mi-temps, c'était compliqué. Mais je pense que les équipes se craignaient. Puis après, bah, voilà, le but de Tolisso a tout lancé, je suis d'accord. Nico, côté marseillais, la plupart des joueurs, et notamment Greenwood, pour prendre son exemple à lui, a salué surtout la très belle réaction. Moi, c'est ça qui t'a le plus, entre guillemets, enchanté hier, c'était la grosse réaction marseillaise malgré l'ouverture du score de l'OL. Ouais, et ce match sur la. Je sais pas si on est là, Romain. Romain, tu nous entends? Oui, c'est bon, Oui, juste, je mets mon ordinateur chargé, désolé. d'accord. Non, moi on a vécu un petit peu le scénario à la Monaco où l'OM est mené 1-0, égalise, et après reprend l'avantage. Alors là, sauf que au lieu de 2-1, ça a fait 3-2. Mais c'est sûr que ça a été un OM en réaction. Avec une domination ultra stérile lors de la première mi-temps, voilà, hein. T'es gentil, Ruben, de souligner pas ouf. Moi, pour moi, la première mi-temps, elle a pas du tout été à la hauteur de ce qu'est l'Olympico, qui normalement est un match spectaculaire, décousu, avec des buts, du suspense, des occasions, etc. Là, il n'y a rien eu de tout ça en première mi-temps. Et heureusement, la deuxième mi-temps, voilà, il y a eu le but de Tolisso qui a tout changé, puisque ensuite l'OM a été obligé de réagir pour chercher au moins le but égalisateur et ensuite gagner le match. Moi, ce que je souligne aussi, c'est que, enfin, moi, de ce que j'ai vu, la première mi-temps, j'avais l'impression de voir un petit peu le PSG de Luis Enrique avant Man City, c'est-à-dire, voilà, on se passe le ballon, on tourne, et puis on attend que ça se passe. Mené au score, l'OM a été obligé de réagir et d'avancer, d'attaquer Mhm. beaucoup plus verticalement. Et en fait, moi, ce que j'ai noté, c'est que la grosse différence entre les deux mi-temps, c'est qu'en deuxième mi-temps, j'ai l'impression que De Zerbi a, j'ai envie de dire, mis en pause ses préceptes de jeu
c'est-à-dire beaucoup moins de possession, mais plus de verticalité, plus Tu de vois, contre-attaque. c'est marrant que tu dis ça. Je trouve ça, non, je trouve ça intéressant. Parce que, notamment, je crois que c'est Rongier, si je me trompe pas, qui a dit, je suis plus sûr de qui c'est, mais je suis sûr que je l'ai vu passer cette déclat. Je pense que c'est Rongier, qui a dit que enfin, que c'est justement le côté où l'OM, sur d'autres matchs, a fait l'erreur d'être trop une équipe trop décousue une fois qu'elle était menée. Et là, justement, c'est l'inverse. Ils ont été menés et ils ont réussi à maintenir un jeu en place. Alors, je sais pas, c'est un peu. Qu'est-ce que toi, tu mettrais le curseur où? Et ils ont eu moins la balle en fait en deuxième mi-temps. De toute façon, dès que Lyon a été mené, ils ont été obligés d'attaquer un peu plus. Surtout quand l'OM a mis le troisième but et que Lyon, dans les dernières minutes, a essayé d'égaliser. Là, ils ont un peu fait le siège, et l'OM jouait en contre. Mais moi, ce que je remarque, c'est surtout sur les. L'OM a été plus efficace en étant quelque part en contre-attaque, en jeu de transition. Et c'est là où, parce qu'on le sait, De Zerbi, il veut faire de la possession. C'est un peu comme Luis Enrique. On veut avoir la balle, on veut faire le siège. Mais à la limite, si on fait le siège sur le but adverse et que la possession n'est pas de la possession stérile, mais qu'on va pour marquer, c'est pas pareil que faire une possession stérile. Or, en première mi-temps, c'est ce qui s'est passé. Lyon a été, je crois, 3 fois dans le camp marseillais en première mi-temps. Et l'OM, on a l'impression que l'OM jouait sur ces préceptes-là, donc de garder le ballon, mais en restant très horizontal, en allant à gauche, à droite, et il y avait très peu de présence dans la surface adverse. Donc ça fait que le match était un peu bloqué, parce que je pense que l'OM ne voulait pas se faire contrer non plus par les Lyonnais, parce qu'on sait que Nouama va vite. Il y avait Cherki également, et bon, Lacazette a eu un match plus difficile en première mi-temps, où il n'a pas beaucoup touché de ballon, mais par contre, il se passait pas grand-chose parce que le ballon circulait à droite à gauche, au centre, et puis les Marseillais ne faisaient pas grand-chose du ballon. Mhm. Ok. En deuxième mi-temps, on a eu beaucoup plus d'attaques verticales à un moment où fallait marquer, donc il fallait plus de présence dans la surface, et on se préoccupait moins, l'OM s'est moins préoccupé d'avoir le ballon que d'essayer juste d'en faire quelque chose pour aller se créer des occasions et essayer de marquer. Ok. Donc c'est là où moi, ce que j'ai noté, c'est que De Zerbi a laissé un petit peu de son côté ce côté, ces préceptes de jeu, justement d'avoir le ballon absolument et de le confisquer à l'adversaire, pour justement aller vers un jeu un petit peu plus de transition. Et c'est là que l'OM a été plus performant. Et moi, ce que j'en conclus, c'est que j'ai envie de dire, et je pense que beaucoup de supporters de l'OM seront d'accord avec moi sur ce point, je pense que les spectateurs veulent voir des occasions, des buts. La possession, ça reste un dogme. Ça reste une façon de voir le football, une philosophie. Mais si cette possession, c'est pour faire comme l'Espagne au Qatar ou comme le PSG de Luis Enrique avant Man City, euh, je ne pense pas que ça fasse vibrer les gens et que ça amène forcément beaucoup d'efficacité. Alors que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que De Zerbi, il a pu, entre guillemets, mettre ses idées de côté et s'adapter à une situation, être plus pragmatique et être avec un jeu un peu plus direct, un peu plus, j'ai envie de dire, un jeu un peu plus de contre, mais qui est Mhm. beaucoup plus tranchant que ce jeu de possession qui était stérile en première mi-temps. Ok. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et c'est ça que je veux voir pour la suite, peut-être de s'adapter plus aux situations de match où peut-être que, comme à Nice, la possession n'a pas été très judicieuse, par exemple. Ok. L'homme du match pour vous? Côté quoi, Lyon ou Les deux, Marseille? les deux, les deux. Bah forcément, je mène que ce sera un Marseillais, homme du match, mais homme du match, ouais, côté Marseillais, du coup. Moi, je pense à c'est Greenwood et Rabiot, clairement, Ok. même si Rongier a fait un bon match aussi, mais je pense que Greenwood, parce que un but et l'avant passe décisif, puisqu'il met le ballon pour Højbjerg, quand Højbjerg met sa tête Mhm. pour la tête de Rabiot, et que Greenwood a fait une deuxième mi-temps absolument monstrueuse. Et je pense Rabiot aussi pour son but.
Et aussi parce qu'au milieu, il a été monstrueux et il montre que c'est un joueur de classe mondiale. Ok. Greg, t'es d'accord? Ouais, tu mettrais eux deux. Ouais, je mettrais 2, oui, en effet. Greenwood a été, je dirais pas monstrueux parce que je trouve que quand il efface Niakate et quand il frappe complètement au-dessus, voilà, je trouve que c'est dommage. Mais pour le reste, oui, il nous a fait très mal, il n'y a pas de souci. On voit que c'est un joueur. Mais bon, c'est un joueur un peu comme Ryan Cherki, un peu de coup, quoi. Voilà, c'est pour ça, la régularité, bon, il l'a un peu plus. Le joueur Mais, frisson. mais bon, comment? Le joueur frisson. Oui, voilà, frisson. Voilà. Et Ok. par contre, côté Lyon, bah, Corentin Tolisso, je vois, voilà, je ne vais pas mettre Énorme. Casper. Énorme. Et je le Ouais, dis, mais pas en je le homme du dis, match parce Tolisso que. doit revenir en équipe de France. Je le dis parce que il le mériterait. Et je trouve son retour en forme, c'est bluffant. Ah oui, non, non, mais Tolisso, c'est heureusement qu'il est là Bluffant. derrière parce que franchement, il stabilise, il est incroyable. Là, il C'est a lui évolué qui a en marqué neuf. contre le Goretz, non, aussi? Celui qui marque en Ligue Europa, non? C'est pas lui qui marque en Ligue Europa? Goretz, il est comment but? Oui, je crois J'ai que c'est zappé. lui, il me semble. Ouais. Il me semblait que c'était lui, mais bon, bah, peut-être pas, je sais pas. Ça, j'ai pas la réponse. Oui, non, non, c'est pas lui, c'est Miko. Si, c'est lui sur une passe de Miko Tadze, oui, Oui, pardon. oui, c'est ça. Oui, parce que le gardien sort C'est lui, du mal. coup, ouais. Moi, c'est ce qui me. Oui, c'est Le lui. cadeau du joueur le Pour le coup, goal. c'était juste pour souligner sa bonne période, pardon, désolé. Ah oui, oui, non, mais même avant, Oui, oui, bien sûr, non, mais il bien marque sûr, un mais tu vois, super but contre Karabakh. mais c'était juste, encore une Et, fois, alors, pour souligner sa bonne période, mais oui, sa bah, bonne du coup, période, elle est depuis le que début ce de la soit. saison. Mais, voilà. Mais en plus, maintenant, il marque en effet. Donc, Et il a puis dépassé même son sur, tu sais, en début de saison, on parlait, alors peut-être rien à voir, je sais pas, justement, je vais avoir un peu ton point de vue, on a un peu parlé de l'OM avec De Zerbi, etc. Là, juste parler un petit peu de l'OL. Ok, forcément, il y a des regrets, il y a des choses à revoir, et notamment défensivement, où c'est toujours compliqué depuis le début de saison, c'est compliqué, mais bah, il y a des satisfactions, et pour le coup, Tolisso en est une. Piri, je pense, peut être considéré aussi un peu comme une mini satisfaction sur la dans un saison, sens. c'est une grande Voilà. satisfaction. Une mini, moi perso, Perry, je le trouve assez énorme. Hein. Ah ouais, mais sur le match, en fait, oui, je le mettrais en top, mais je le mettrais pas non plus en homme du match. Pourquoi? Parce que bah, déjà, il prend 3 buts d'une, et Mhm. puis je trouve quand même, et on le connaît, je sais pas pourquoi, mais il glisse quand même souvent sur ses dégagements. Il y a souvent des relances qui sont un peu dangereuses, et sur le premier but, bon, il y a un peu de chance, mais son placement est un petit peu contestable, on va dire. Euh, Voilà. non, mais Après, sur voilà, le match, il fait un gros match. S'il n'est pas là, on s'en prend 4 ou 5, hein, c'est sûr et voilà, certain. c'est ça, exactement. Mais juste On est d'accord. À la relance, pardon. pour parler, non, c'était pas par rapport à ça, c'était juste, du coup, je voulais mentionner Tolisso, mais tu te rappelles, en début de saison, il y avait ce côté où ben, on le faisait jouer très souvent 6 ou tu vois, enfin un double pivot avec Matic beaucoup plus bas. Là, il joue plus haut, donc forcément, ça libère aussi un peu. Bah là, c'était simplement un test, hein, parce que il n'a jamais joué aussi haut, Mhm. et il a répondu présent en position, ouais, de Numéro position 10, il numéro était. 9. Donc, Hein, Greg, il donc, était numéro 10. Enfin, d'après numéro la 10, vidéo, il était pardon, numéro pardon. 10. Numéro Ouais. 9, c'est l'attaquant, je suis bête. En position numéro 10, pardon, il a répondu présent. Et puis en plus, bon, bah, après, on ne refera pas le match, mais il est à 2 doigts De de mettre un doubler doublé. la mise, et là, c'est différent. Voilà. Tout à Après, fait. pour revenir à Perry, oui, c'est même pas une mini satisfaction, c'est une très grande satisfaction. Non, mais c'était sur ce Un match-là. deuxième Alors de la oui, mais non, mais je voulais mettre Mini parce qu'il s'en Ah, prend quand même 3 buts. bah, il prend quand Pardon, même non, 3 c'était buts. sur ce Oui, mais, match-là. Le Voilà. problème, c'est que c'est toujours mais pareil, quoi. Non, mais je suis vous dites, d'accord, mais voilà. Il est abandonné partout par la défense, quoi. Oui, C'est non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. pardon, vous dites qu'il prend 3 buts, mais comment il s'appelle Niakine Niakate, ouais. Niakate, pardon. Niakate, enfin, je dis pas qu'il est pas bon, mais il a Ah coûté bah si, il est Il est nul. pas Non, bon. mais on va être très clair, on va être très clair. 31 millions d'euros, c'est une arnaque totale. Et à Mata, je l'ai encore Nottingham. compris, hein. Mais Mata Non, aussi, mais il est il pas doit, bon. il doit sûrement Et avoir du Salernitana, potentiel, bon, bah, mais écoute, tu connais. il a sûrement du potentiel, mais si on pointe quand même du doigt la défense de Lyon qui prend régulièrement des buts, Catastrophe. c'est souvent plutôt. Alors, je vais pas le pointer du doigt que lui, parce qu'il y a. C'est peut-être le moins mauvais dans cette défense, parce que Tchale Tachar, c'est pas possible. On a des fois Mata en défense, mais bon, Mata, ça va, mais bon, le problème, c'est que c'est toujours dans une pareil. défense à 3. C'est 2 Mais joueurs moyens, hein, tout simplement. oui, oui, Et voilà. Mais Omari, il joue jamais, Perry, donc moi, quand j'ai vu l'arrêt qu'a fait Perry contre Ludo Goretz, j'ai dit, mais ce gars-là, il vient d'où? Enfin,
Et moi, quand vous parlez des relances, pourtant, moi, je suis plus fan des gardiens qui arrêtent des ballons plutôt que ceux qui relancent, mais force est de constater, moi, à chaque fois que j'ai vu des matchs de Lyon, Perry, ça relance dans les pieds, et même ça fait des transversales à droite, à gauche, et ça va dans les pieds lyonnais. Ah oui, Enfin, ouais, mais il a beaucoup de. Parce que là, on parle de très haut niveau, mais moi, il a quand même beaucoup de déchets. Je n'oublie pas que face au FC Nantes, Mais il est jeune ça aussi. relance, heureusement qu'il sauve, mais ça relance sur Mostafa, la relance qu'il fait au Oui, milieu de terrain. En fait, il a quand même beaucoup de. Même hier, il fait quand même pas mal de déchets, il glisse beaucoup. Mais maintenant, après, c'est aussi son jeu. Mais ça, c'est question. il va progresser Il aussi. doit s'améliorer. Après, voilà. Mais bon, en tout cas, non, non, mais de toute façon, Perry, après Lopez, c'est une très, très grande satisfaction. Et heureusement qu'il est là, parce que sinon, l'OL n'est pas septième, hein, clairement. Hein. Ah, Parce que la défense, moi, je suis bluffé. Je trouve ce gardien, ça a été une découverte. Ah, bien sûr. J'adore. Je Ça, trouve c'est un. vraiment, il a tout pour être un gardien de très haut niveau. Il est grand, il a une grosse, enfin, niveau envergure, relance, agilité. Je pense que c'est vraiment un gardien qui a tout Ah oui, oui. Mais moi, je pense que s'il pour aller continue loin. comme ça, parce que Alisson et Ederson, c'est plus possible. Alisson, bon, il est sur le déclin. Moi, je pense que c'est le futur gardien. Déjà, il est en équipe nationale. Hein. Il est, je crois, Mais troisième bien sûr, gardien. non, mais et Et il est je pense jeune que c'est le encore, futur donc je pense gardien du qu'il a une marge Brésil. de Oui, il a progression. 25, 26, ouais, bien sûr. Je pense Non, qu'il mais a une marge de très, très belle progression découverte. importante. Ouais, Ça, exactement. c'est un très bon choix de John Textor, faut l'avouer. Faut l'avouer, Non, mais c'est exactement. vrai, voilà. Oui, oui, non, bien sûr. On en reviendra après parce que là, du coup, je vais juste revenir un petit peu côté banc, parce qu'on a parlé, on a un peu parlé, tu as parlé un petit peu de De Zerbi sur, entre guillemets, ses préceptes et tout. Faut dire aussi que pour le coup, ce qu'il a fait sortir du banc, ça a plutôt bien marché. Nico, on repasse un peu côté Marseille. Mais ses choix en sortie de banc, c'était plutôt pas trop mal. Gouiri, Lirola, ça a bien fonctionné. Oui, oui, je saluais moi la performance d'Amine Gouiri. Imaginez, premier match, vous allez en plus contre l'équipe qu'il a formée, Lyon, donc ça devait pas être facile pour lui même s'il est passé par Nice et Rennes entre-temps, mais bon, ça reste quand même un club rival, donc il passe chez le club rival, donc c'est particulier quand même pour lui. Et je trouve qu'Amine Gouiri a fait une très très bonne entrée. Voilà. Alors, le but, je trouve un peu bizarre parce qu'on voit que c'est une frappe, on a l'impression que c'est une frappe un peu topée. Enfin, c'est pas trop comment il veut frapper et finalement, ça va Elle est sur contrée, Greenwood non? qui marque. Hein? Moi, il me semble qu'elle est contrée. Hein. C'est pour ça qu'elle a cette Je sais pas, moi, trajectoire. j'ai l'impression qu'il a. Enfin, J'ai après, je sais l'impression pas. qu'elle Hein, est mais, un peu écrasée, mais après. Après, ils ouais, lui elle est ont un peu accordé la écrasée. J'ai passe l'impression qu'il rate décisive, un peu mais sa bon. frappe et que ça fait une super passe décisive pour Greenwood qui a bien suivi. Et donc c'est bien, non, mais en plus, au-delà de ça, il a quand même été très présent sur tout le front de l'attaque. On l'a vu à gauche, on l'a vu à droite, on l'a vu dans l'axe. Et c'est vrai que c'est vraiment une solution supplémentaire pour De Zerbi. Donc ça, c'est une bonne chose. Le seul bémol que j'émettrais, c'est par rapport au fait que dans son historique, il a toujours bien commencé, que ce soit à Nice et à Rennes. Et après, il s'est un petit peu éteint parce qu'on le dit un petit peu trop perso, entre guillemets, il joue un peu trop personnellement, qu'il oublie ses partenaires. Moi, ce que je me dis aussi, c'est que bon, à Rennes, il a connu beaucoup d'entraîneurs Mhm. et que là, il faut l'espérer qu'avec De Zerbi, qu'il reste avec un entraîneur pendant quelques années et que ça le stabilise lui et que De Zerbi puisse faire fructifier son jeu. Bah, je pense que ça peut être très intéressant et pour l'OM et pour lui personnellement pour progresser Mhm. sous les ordres de De Zerbi et notamment tactiquement, techniquement évidemment, mais aussi au niveau de ses différents placements, au niveau du jeu avec ses partenaires. Et je pense qu'hier, ce qu'on a vu, alors qu'il n'avait que peut-être un entraînement, et encore, je pense il n'avait même pas eu le temps de s'entraîner avec ses nouveaux coéquipiers. Je trouve que c'est vrai que c'est un joueur qui sent le football. Gouiri, il fait partie de ces joueurs qui, euh, qui sentent le football. Donc, quand vous associez un joueur comme Gouiri avec Greenwood, avec Rabiot, c'est vrai que ça peut voilà, donner des choses intéressantes. Et au bout d'un match, il arrive à faire ça, j'imagine qu'au bout de 10-15 matchs, ça peut être encore mieux. Mais bien sûr, il faudra qu'il travaille. Rien Mhm. n'est acquis. Bien Mais sûr. je trouve que c'est un joueur intéressant, en tout cas qui apportera un plus Moi, offensivement. Sur il faut qu'on se dépêche pour pouvoir aborder encore plus de sujets, notamment Mercato. Mais j'avais juste une dernière question là pour toi côté web.
il va gérer comment, du coup, maintenant, les 9? Parce que moi, ça m'a fait bizarre qu'il décide de se passer, du coup, de Mopé pour ce match-là, mettre Greenwood comme ça en poste numéro 9, hein, c'était son poste sur le match. Maintenant, avec Guiri, du coup, Mopé, il n'est même pas rentré. Est-ce que tu sais le pourquoi du comment? Est-ce que tu as une info qui m'aurait échappé? Et voilà, encore une fois, très, très rapidement, Non, comment tu vois je pense que Mopé, là, il y a même De Zerbi l'a dit lui-même, hein, que Mopé, il adore Mopé, c'est un joueur qui pour lui est indispensable. Je pense qu'il le voit comme un soldat du club. Après, je pense qu'il se rend compte lui-même. Mopé, ça fait 2-3 matchs. Il sortait de 2-3 bonnes prestations, avec des passes décisives, notamment face à Monaco. Et là, en fait, ça fait quelques matchs que Mopé a du mal au niveau de ses appels. Il est moins tranchant. Et je pense que De Zerbi doit sentir un petit peu que Mopé n'est pas dans sa meilleure période. Donc peut-être que c'était aussi une manière peut-être de le protéger, moi, je le vois comme ça en tout cas, Ok. que c'était une manière de, quelque part, de le faire souffler un petit peu, même s'il y a un match par semaine, et de dire, bah, en gros, de se remettre à l'endroit, et peut-être que la prochaine fois à Angers, il sera bon, et à savoir s'il sera titulaire ou remplaçant à la place de Gouiri, ça ce sera le choix de De Zerbi, mais je pense que Mopé est tout à fait au moins dans la rotation. Peut-être pas titulaire, parce que maintenant qu'il y a Gouiri, je pense qu'il mettra Gouiri en off pendant quelques matchs, mais on verra. Mopé sera complètement dans la rotation. Ok, très bien. Côté OL, maintenant, pareil sur le banc. On va sortir un petit peu du match, forcément, puisqu'il y a eu la belle déclaration de John Textor pour ceux qui l'ont pas forcément. Qui l'ont pas forcément eu et qui l'ont pas. Je vais vous la lire. Du coup, il a donc sur sa décision de virer donc le coach Sage. Donc il a déclaré. Donc j'ai demandé à mon staff si je devais changer de coach. Ils m'ont répondu non, ce serait la folie, c'est trop risqué. Ensuite, je leur ai demandé s'il était possible d'atteindre la Ligue des Champions avec ce coach. Ils m'ont répondu non. J'ai demandé s'ils voulaient qu'on renonce à nos ambitions de Ligue des Champions cette saison. Ils m'ont dit bien sûr que non. J'ai redemandé si on devait changer d'entraîneur et là, ils m'ont tous dit oui. Mon travail, c'est d'optimiser les opportunités et d'augmenter la probabilité pour nous d'avoir du succès, que ce soit populaire ou pas. Bon, c'est du jeune texteur dans le texte, hein, évidemment, tu l'as dit hein, à l'américaine, mais là, pour le coup, vraiment, il fait un peu le spectacle tout seul. Mais bon, bref, la cote m'a fait rire. Du coup, j'avais envie de la prendre. J'imagine qu'elle te fait un peu moins rire, toi, Greg. Mais ouais, t'en penses quoi là de cette. Finalement, on n'est pas revenu sur la semaine dernière, ça restait des spéculations, des rumeurs. Finalement, ça s'est fait plus vite qu'on l'avait prévu. Le soir même. Voilà, le Le soir soir même. même, ouais. Donc finalement, voilà, c'est un peu entre guillemets mal vieilli, parce que nous, on pensait encore que c'était des rumeurs. Mais ouais, comment tu réagis du coup, parce qu'on n'a pas eu ton point de vue par rapport à ça, par rapport à son éviction, et puis ben, sa déclaration là, à Jean Textor. Bah, je réagis de manière où je me demande si John Textor comprend ce que c'est que le football européen. Parce qu'en fait, il gère l'OL comme une franchise de NBA, j'ai l'impression. Et sauf qu'il y a un truc qu'il n'a pas compris et j'espère qu'il va rapidement le comprendre, c'est qu'en fait, on est en Europe et on ne peut pas gérer un club de football professionnel européen comme une franchise NBA ou comme peut-être il gère comme ça, peut-être en MLS, j'en sais rien. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Là, en plus, c'est pas comme si, je veux dire, on était dernier du championnat. Voilà. Alors certes, les résultats étaient un petit peu moins bons sous Pierre Sage, mais bon, je ne sais pas si vous avez vu la déclat de Lacazette qui hier, il envoie une pique La à belle John pique, ouais. Textor voilà, un petit peu sans vraiment le citer, mais voilà, quand il dit en gros, nous, voilà, on a confiance en Fonseca, mais bon, on va faire avec tout ça. En gros, on n'a pas le choix, voilà quoi. Donc, bon, je pense que le groupe est capable de s'en sortir tout ça. Donc voilà, donc c'est déception parce que sincèrement, il nous tire une balle dans le pied, même pour Fonseca. Moi, je pense aussi à lui parce que c'était très compliqué. Tu arrives en plein milieu d'une semaine, tu commences par un Olympico, en plus tu le perds. Là, le problème, c'est que on est à donc déjà 10 points de l'OM, donc pour la deuxième place, ciao, faut arrêter d'être voilà. On est à 7 points de Monaco. On va en revenir On est après à sur le classement, Greg. En plus, j'ai une petite question classement à te poser. Donc, on va en Donc, revenir après sur non, le non, classement.
Mais je suis pas étonné parce que moi, sincèrement, je voulais lui accorder ma confiance, mais sincèrement, personnellement, je lui accorde plus du tout ma confiance. Alors, il y a des Lyonnais qui le font, peu importe, chacun son avis. Mais je lui accorde plus ma confiance. Mais même quand il dit hier, ouais, j'ai demandé 3 questions. Mais en fait, moi, j'ai envie de lui dire, mais John, t'es gentil, mais est-ce que tu crois sincèrement et demande à ton staff, parce que sincèrement, s'ils te disent, s'ils n'ont pas la bonne réponse, franchement, il faut les changer. Mais est-ce que tu prends sincèrement que en changeant un coach en plein milieu d'une saison, en plein milieu d'un match d'Europa League, en plein milieu d'un Olympico, tu as déjà plusieurs points de retard. Est-ce que tu crois sincèrement que tout coach qu'il est, même si c'est Guardiola, il va réussir à mettre sa philosophie qui est un peu similaire à Pierre Sage, donc ça, c'est entre guillemets le point positif, mais il va réussir à mettre sa philosophie en place, tout ça, et rapidement, voilà, parce que la Ligue des Champions, là en fait, le prochain match, c'est contre Reims, qui en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais limogé son coach aujourd'hui, Luca Elsner. Donc c'est un match qu'on ne doit pas perdre, qu'on doit gagner impérativement, c'est à la maison. Reims, on ne réussit pas souvent chez eux, on reste sur 2 nuls contre eux. Enfin, chez nous, on reste sur 2 nuls contre eux. Et ça sera très compliqué. Donc c'est même un cadeau empoisonné pour tout le monde. Et je ne comprends pas, en fait, je comprends pas qu'ils tirent une balle dans le pied comme ça du club, quoi. Ok. Là, pour le coup, toi, tu parles plutôt, comment dire, côté timing. Pas tant côté. Le timing est Oui, catastrophique. non, voilà, Donc, mais c'est ça, je l'ai bien compris. Mais niveau choix de. moi, j'aurais gardé Pierre Sage au moins jusqu'à la prochaine trêve internationale. Et ensuite, j'aurais peut-être pris une décision, voire jusqu'à la fin de la saison. Voilà, maintenant, bon, bah, c'est comme ça. Hein, Pierre Sage, de toute façon, on retrouvera un poste d'entraîneur rapidement. Je ne mets pas de souci pour lui. Niveau choix, je trouve que Fonseca est un bon choix. C'est pas non plus le choix du siècle, mais c'est un bon choix. C'est quelqu'un qui a une expérience en Ligue 1. C'est quelqu'un qui, je pense, est revanchard parce il se fait au Milan. Voilà, il connaît aussi les joueurs, forcément. Il parle la langue un petit peu. Donc, je trouve que c'est un bon choix. Maintenant, comme j'ai dit, même pour lui, c'est très compliqué. Il arrive dans une équipe, en plus, qui a montré de bonnes vertus hier. Il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. La défense est nulle, ok, on est d'accord, mais il y a des bonnes choses dans l'ensemble. Mais bon, le problème, c'est que Fonseca, il ne va pas avoir beaucoup de temps pour travailler. Voilà, déjà, là, il est déjà sous pression dès le prochain match. C'est surtout, ouais, moi, le timing où je lui reproche, quoi. Ou à la limite, il l'aurait licencié aujourd'hui, tu vois. Bon, il y a quand même quelques jours à préparer le match, mais là, il a licencié le lundi pour un match important le jeudi en Europa League. Et heureusement, ça s'est bien passé. Mais derrière, l'Olympico, bon, bah voilà, on a vu que l'OL a toujours les mêmes mots. Et puis, ça ne change pas, tout simplement. Voilà. Ok. Moi, il y a un truc, alors pour le coup, je sais pas si Nico, tu veux réagir rapidement, parce que là, pour il nous reste une dizaine de minutes d'émission maximum. Après, je dois couper, mais moi, j'espère juste un truc, c'est qu'il n'y ait pas de grosses cassures dès le début, parce que il y a ce côté émotionnel, on a parlé, hein, tout à l'heure, je l'ai parlé avec les Mavs, etc. Par exemple, un côté émotionnel dans le sport, c'est logique. J'ai l'impression que les supporters de l'OL étaient très attachés, évidemment, et c'est normal, c'est logique, je les comprends tout à fait, à Pierre Sage, parce que déjà, c'est quelqu'un de la maison, en plus de tout, et qui les a fait remonter, je veux dire, d'une place, de dernier voilà, aller jouer l'Europe. Donc, il y a forcément cet attachement, cette attache émotionnelle, mais j'espère juste La qu'il n'y aura Coupe pas de une France cassure. aussi. Comment? La Coupe de France aussi. Et la En Coupe fait, de il nous a moi je dis il nous a parce que je suis abonné et bah, j'ai envahi le terrain contre Valenciennes après le match. Hein. Donc c'était incroyable. C'était toi. Voilà. Mais en fait, il nous a redonné en fait des émotions qu'on avait perdues. Au-delà de ça, en fait, les matchs. Alors il y a eu un peu de chance aussi, il y a eu des pénaltys, tout ça, mais les matchs ont été gagnés contre Monaco, on gagne dans les dernières secondes. Contre Brest, on gagne sur un pénalty aussi. Contre Valenciennes, on repart en finale de Coupe de France. Enfin, on remonte, alors pas au Stade de France, mais au Stade Pierre-Mauroy de Lille, Decathlon Arena. J'étais également. Donc, en fait, il nous a redonné des émotions. Voilà. Et en plus, ce qui est dommage, c'est qu'il commençait à nous redonner aussi, pas les mêmes émotions, mais certaines émotions, parce que le match contre l'OM, le match aller, il y a eu quand même de grosses émotions, même si, bon, bah, je comprends toujours pas comment Jonathan Rowe peut être tout seul comme ça, mais peu importe. Le match contre Francfort aussi. Le match contre Francfort, il est incroyable. Dans l'intensité en Europa League. Et le match contre Francfort, il date de quoi? De 2 mois, pas plus. C'est en fait ça que les gens reprochent. C'est qu'il a, entre guillemets, je pense, enlevé, au-delà que ce soit un coach de la maison,
il a enlevé, en fait, il a brisé un peu cette confiance Mmh. et ces émotions que Pierre Sage je trouve, a redonné à un stade. Bien sûr. Regardez le stade maintenant, sous Pierre Sage, les derniers matchs, les stades, le Groupama Stadium, il est plein. C'était jamais le cas. C'était jamais le cas. Bah, c'est voilà. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment eu ça, quoi. Non, mais tu confirmes. Ce que je disais, c'est voilà, il y avait tout ça. Donc, il y a forcément cette attache du coup émotionnelle, en plus des résultats qui sont forcément bons, parce que voilà, Pierre Sage a fait une remontée fantastique. Mais voilà, mais juste pour Fonseca, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas cette cassure-là et que voilà, il va pas devenir entre guillemets, tu vois, trop, parce que pareil, voilà, cette envie de pas de taper à chaque fois sur John Textor, mais voilà, on sait que c'est quand même aussi un personnage bien clivant, même au sein du coup du club, enfin des supporters, etc. Donc voilà, et j'ai pas envie que forcément Fonseca ça devienne oh ben c'est le gars de Textor trop associé à lui, tu vois, parce que il a eu cette mauvaise expérience à Milan où c'était pas ça, mais en tout cas il y a eu dès le début de son aventure à Milan des banderoles des supporters avec écrit on veut pas Fonseca, enfin voilà on veut pas de toi, etc. Donc voilà, dès le début, à Milan, il y avait comment dire, cette mauvaise ambiance avec les supporters et j'ai pas forcément envie, j'espère en tout cas que pour lui, parce que Fonseca, c'est quelqu'un enfin, c'est un coach que j'aime bien et c'est une personne enfin voilà, qui a l'air bien, quoi. Ça a l'air d'être une bonne personne. J'ai pas envie pour lui, voilà, que ça se passe comme ça aussi à Lyon, qui ait cette cassure-là, encore une fois, avec les Mais je pense supporters. pas je Ça se pense passe pas. pas parce que en fait, malgré tout, en fait, il y a surtout cet affect, mais malgré tout, il l'a pas remplacé par un peintre, quoi. C'est quand même quelqu'un qui a une expérience, c'est quand même quelqu'un qui a très bien fait jouer le LOSC il y a très peu de temps et c'est quand même un bon choix. En fait, là où vraiment on Ouais, reproche ouais, bien sûr. et encore je dis, il y en a plein qui reprochent pas, hein, quand vous voyez ça aussi, c'est aberrant, mais l'histoire avec les selfies avec John Textor, ça, je me demande comment on peut être supporter en faisant ça, peu importe. Mais, heu, mais en fait, c'est surtout, je ne pense pas les gens vont faire la part des choses. Mmh, Vraiment, je ne OK. pense pas. Et Très moi, en bien. tout cas, je fais la part des choses. Mmh. Je lui souhaite tout le courage. Ça va être pour moi, c'est un cadeau empoisonné parce que c'est pas simple. Par contre, je suis content de l'avoir. C'est quand même quelqu'un qui, voilà, a une certaine classe, une Bien sûr. prestance, une expérience, voilà. Bah, en tout cas, voilà, Mais bon, c'est vrai que c'est surtout voilà. Mais en fait, comme j'ai dit, Textor l'a fait à l'américaine. C'est pour ça peut-être que Doncic a peut-être été même plus touché peut-être qu'un Américain. Il faudra lui demander parce que vu que Doncic est un Européen, il n'est pas habitué à ce qu'on fasse ça. Il y a quand même un respect à avoir. Où en Europe, on va rarement dire à un joueur tu pars, machin. Il est souvent au courant, son agent le tient au courant, il y a des rumeurs, tout ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, je pense que voilà, il l'a fait vraiment à l'américaine et c'est ça vraiment que les gens reprochent, quoi. mmh. OK. Bon, du coup, on va refermer du coup cette parenthèse sur l'Olympico. Encore une fois, il nous reste vraiment très, très peu de temps. Je suis vraiment désolé, mais l'émission d'aujourd'hui, elle est pas forcément plus courte, hein, parce qu'on a duré presque 2 heures, mais elle a été beaucoup prise par Doncic et de toute façon, voilà, moi, c'est vrai que j'avais cette contrainte de temps, mais j'avais envie quand même qu'on dise un tout petit dernier mot sur le mercato du Stade Rennais. On fera tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, pas du tout, mais la semaine prochaine, les bilans de peut-être des mercatos OM, PSG, OL en fonction de si David est là ou pas. Voilà, là le mercato est pas fini, ça m'étonnerait qu'il y ait forcément des grosses choses qui tombent pour ces trois clubs-là, mais on sait jamais. On sait jamais. Mais bref, voilà, du coup, on fera un peu plus le bilan la semaine prochaine, si on peut. Mais là, j'aimerais bien juste un petit mot qu'on ait un petit mot sur le Stade Rennais, parce que mine de rien, déjà, c'est une grosse équipe du championnat, malgré leur mauvaise position. On avait parlé de Sampaoli, il y en avait pas mal d'entre nous qui y croyaient. Là, ils ont pris Habib Beye, ils font un gros mercato d'hiver, qui peut, entre guillemets, rappeler tu vois, ce que l'OL avait fait l'année dernière. Je veux dire, voilà, une équipe très en difficulté, qui fait énormément d'achats et de pioche sur ce mercato. Un mot sur Habib Beye, Nico. Qu'est-ce que tu en penses au Stade Rennais? Bah, il a bien commencé. Moi, faut bien lui donner sa chance, hein. Il attendait depuis longtemps un banc en Ligue 1. Rennes, ça me paraît un gros challenge quand même pour lui parce qu'ils sont mal placés et que c'est quand même une grosse écurie de notre championnat.